Bonjour à tous dans les titres de ce 13h. Le Conseil des ministres d'hier, plusieurs décisions prises, notamment la création d'une nouvelle structure pour le ramassage des ordures. Le Conseil a aussi annoncé le départ du chef de l'État pour la Guinée ce matin. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan aux environs de 10h30. 300 millions de francs CFA pour améliorer la qualité des services communautaires de lutte contre le sida et la tuberculose. C'est dans le cadre d'un projet lancé conjointement par l'Alliance Côte d'Ivoire, le PACI et la France. Hors de nos frontières présidentielles au Kenya, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin dans une atmosphère extrêmement tendue et malgré le boycott de l'opposition. Tout d'abord, le départ du chef de l'État ce matin pour la Guinée-Conakry. Il s'agit d'une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec le professeur Alpha Condé, président de la Guinée, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les deux chefs d'État passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que les questions relatives à la sous-région et au continent. Le président va regagner Abidjan en fin de journée. Le départ du chef de l'État pour la Guinée a été annoncé hier en Conseil des ministres. Le Conseil qui a examiné plusieurs dossiers. Parmi les mesures majeures, la bonne gestion des ordures. Pour réussir ce pari, une nouvelle structure étatique est née. Concernant le conflit à l'ouest, le gouvernement a annoncé une présence militaire sur place. La synthèse du Conseil des ministres avec Viviane Aimé. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, sous la présidence du chef de l'État, la situation sécuritaire générale a fait une fois encore l'objet d'une attention détaillée. Face aux vols et braquages en augmentation, le gouvernement ne baisse pas les bras. L'opération de lutte contre le grand banditisme se poursuit, a fait savoir à la presse le porte-parole du gouvernement. Il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents d'un des syndicats de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations. Et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. L'opération de lutte contre le grand banditisme épervier 3 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Les patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Dans ce contexte, évidemment, nous terminerons en appelant, encore une fois, les populations à une plus grande vigilance. Il faut être absolument partout dans une posture de vigilance permanente. Pour une meilleure organisation de l'entretien de la ville d'Abidjan, des innovations ont été apportées par le Conseil. Désormais, ce ne seront plus 2 structures séparées, comme ça a été le cas jusqu'à présent, qui vont s'occuper de la gestion administrative de la salubrité. Pour plus d'efficacité, le Conseil a décidé de mettre en place une entité unique pour la gestion administrative. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement
de l'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, la NAGED. La NAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de la Nasur et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation des services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets, ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. L'ensemble des personnels des deux structures dissoutes sont réaffectés à la NAGED. L'autre nouveauté, l'enlèvement des ordures et le nettoyage des rues sont désormais confiés à deux sociétés, la société tuniso-ivoirienne et la société Eco et Burni. Si le conflit foncier dans la région du Cavali a une fois encore retenu l'attention du Conseil, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Quant aux personnes tuées, le Conseil a décidé de renforcer la présence militaire dans la région. Au palais présidentiel hier, le chef de l'État a reçu la princesse Astrid de Belgique. Des échanges qui traduisent les bonnes relations de coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Au thème de cette audience, plusieurs accords ont été signés, nous dit Awa Touré. Dernier acte de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Une délégation conduite par la princesse Astrid de Belgique, reçue au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Un entretien élargi aux deux délégations a permis de faire le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et les actions à mener en vue d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Au terme des échanges, la princesse Astrid de Belgique et le président de la République Alassane Ouattara ont assisté à la signature d'accords bilatéraux issus de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Une mission qui, pour le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, est un message d'amitié à l'endroit du peuple ivoirien. Le président Alassane Ouattara a voulu, à travers cette rencontre, ici au palais présidentiel, marquer toute l'importance qu'il attache à cette visite et à la coopération entre nos deux pays. Une coopération ancienne et fructueuse à tous égards. Par ma voix, il tient à vous rendre hommage pour votre engagement et à vous exprimer à la fois sa considération et son estime. Votre Altesse, votre visite est incontestablement le symbole de la volonté du Royaume de Belgique et de la Côte d'Ivoire de nouer un partenariat exemplaire dans tous les domaines. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique s'est pour sa part félicité des résultats concrets de cette mission économique. Il y a un souhait de travailler ensemble dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est une porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest et plus largement même, comme la Belgique est une porte d'entrée vers le continent européen et un marché particulièrement développé. Si des entreprises nouent des partenariats, il serait particulièrement intéressant qu'elles puissent se rendre ensemble dans la sous-région que représente l'Afrique de l'Ouest. 8 accords bilatéraux ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique, dans les domaines notamment du transport aérien, de l'environnement, des infrastructures économiques, des transports, de l'énergie et de la promotion des investissements. Et hier, un camion a été présenté à la princesse Astrid. C'est un camion pour tester la qualité de l'air à Abidjan. C'est un camion que le Centre ivoirien anti-pollution vient d'acquérir. Comment il fonctionne? Suivons ce reportage de Grace Kando. Un camion mobile pour tester la qualité de l'air dans le district d'Abidjan. C'est un laboratoire qui permet de mesurer les paramètres de l'air. Il a été acquis par le Centre ivoirien anti-pollution à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. La pollution de l'air a un impact négatif sur la santé des populations. C'est la raison pour laquelle
en synergie avec certains ministères, donc de façon transversale, nous agissons et nous aidons à améliorer la santé des populations. Comment? En surveillant la qualité de l'air. Et pour surveiller la qualité de l'air, nous avons besoin de ce type d'engins, n'est-ce pas, de matériel, qui nous permettront donc d'avoir une idée du niveau de pollution dans le district d'Abidjan. C'est un outil qui comprend plusieurs analyseurs de matériel avec une station météo qui nous permet de donner la direction du vent, l'humidité, tout ce qu'il y a comme élément caractéristique de la météo. Le camion a été présenté à la princesse Astrid de Belgique. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, s'en réjouit. C'est même un peu une technologie plus avancée que celle que l'on utilise pour l'instant en Europe et qui doit permettre d'identifier l'origine surtout de pollution. Donc je crois que c'est une démarche intéressante parce qu'elle peut être multipliée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la région, avec une technologie, je le répète, qui est ici de toute première qualité puisqu'elle est en avance sur ce que nous utilisons pour l'instant en Europe. 13 autres camions de ce type sont attendus. Un programme d'échantillonnage et de mesure sera établi afin d'obtenir les premiers résultats de la qualité de l'air à Abidjan. Fin de la mission de la princesse Astrid. Après des rencontres et des signatures d'accords en Côte d'Ivoire, la princesse a regagné son pays hier. Pour son départ, le vice-président était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La Côte d'Ivoire fait la promotion de son bassin pétrolier. En ce moment se tient une rencontre en Afrique du Sud sur le sujet, une rencontre des acteurs africains et internationaux de l'industrie pétrolière. À cette occasion, la Côte d'Ivoire fait sa tournée de promotion et c'est le ministre du Pétrole, de l'Énergie qui est à la tâche. Sur place, notre envoyé spécial, Christelle Menant. Pourquoi la Côte d'Ivoire et pas le Nigeria ou l'Angola? Quels avantages présente le bassin sédimentaire ivoirien par rapport à son voisin ghanéen? Les réponses du ministre ivoirien du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, venu promouvoir le potentiel pétrolier et gazier ivoirien à la 24e édition de l'African Week Oil. Nous faisons partie d'un bassin sédimentaire attractif qui est aussi très actif en matière de pétrole et de gaz. À ce jour, le bassin sédimentaire ivoirien comprend 48 blocs pétroliers, dont 11 en exploration et 33 libres. 4 blocs sont en production et fournissent actuellement plus de 240 millions de pieds cubes de gaz par jour. Nous avons un marché de gaz complètement intégré dans notre production d'électricité. Une production d'électricité à un niveau sous-régional, car vous devez savoir que nous revendons une partie de cette électricité à la région tout entière. Un marché ivoirien et sous-régional dynamique qui repose en partie sur une main-d'œuvre locale qualifiée, une législation et une réglementation attractive. La conférence réunit 8 ministres de pays producteurs d'hydrocarbures, une trentaine d'investisseurs, de compagnies pétrolières nationales et d'experts internationaux. Tous à Cape Town, en Afrique du Sud, pour partager leurs expériences et surtout créer des opportunités d'affaires et de partenariats gagnant-gagnant. Il y a 4 ou 5 années, les échanges entre pays africains au sein de l'Association des producteurs africains de pétrole étaient de l'ordre de 2%. C'est la meilleure solution que de promouvoir ces échanges interafricains, car nous sommes le continent le moins éclairé et nous avons besoin de ces ressources pour produire ce dont nous avons besoin, l'électricité. Électrifier l'Afrique grâce au gaz naturel notamment. C'est un des enjeux pour le continent qui tend aujourd'hui vers une intensification des échanges et de la coopération entre acteurs africains. À travers les compagnies pétrolières nationales, les gouvernements entendent optimiser l'utilisation et l'exploitation des ressources en hydrocarbures pour un bénéfice concret et durable dans le quotidien des populations. Et ici en Côte d'Ivoire, au niveau de la santé, il y a un nouveau projet qui vient d'être lancé conjointement par Alliance Côte d'Ivoire, le PACI et la France. Il s'agit d'un projet qui vise à améliorer la qualité des services communautaires de lutte contre le sida et la tuberculose. Cela va se faire grâce à la documentation scientifique. Un projet de 300 millions de francs CFA sur 2 ans. 19 organisations vont en bénéficier pour améliorer la qualité de leurs prestations. Serge Kolia. Dernier réglage avant la énième mission
Et la mission pour ces hommes et femmes du Coltmer, une des organisations de lutte contre la tuberculose, c'est d'aller chaque jour au cœur de la population pour sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie. Dorénavant, si une personne veut tousser, il peut tousser dans le poumon, là et tout ça. Et le microbe reste ici. S'il veut tousser, il prend une pochette. En fait, ce sont des agents communautaires. Leur rôle, impliquer la communauté dans l'amélioration de sa santé. En Côte d'Ivoire, la méthode a permis une avancée considérable dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Néanmoins, il faut l'améliorer. Et pour Alliance Côte d'Ivoire et le PACSI, cela passe par la documentation scientifique. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. C'est-à-dire, quand une ONG met en œuvre un programme, qu'elle est confrontée à une difficulté, qu'elle soit à même de rédiger un petit protocole très simple pour pouvoir répondre à ces difficultés. Nos ONG n'étaient pas outillées dans la collecte des données. Et je pense que ce projet-là va permettre de corriger cette insuffisance-là. Pour ce projet qui va s'étendre sur 2 années, la France veut y prendre une part active. À travers Initiative 5%, elle engage près de 300 millions de francs CFA. Avec ce projet, on va donner un angle beaucoup plus formel, avec la rigueur des revues scientifiques, pour pouvoir établir précisément quelles expériences ont fonctionné. Ce projet lancé le mardi 24 octobre est dit d'amélioration de la qualité des services communautaires dans la lutte contre le sida et la tuberculose grâce à la documentation scientifique. Pendant 2 ans, 19 organisations vont en bénéficier. Et toujours en santé, cette première en Côte d'Ivoire, la 4e conférence internationale sur la rage en Afrique de l'Ouest. La rage touche 70 000 personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Les experts internationaux et des décideurs sont donc réunis pour unir leurs efforts en vue de combattre la rage. Regardez. La rage, maladie mortelle d'origine virale. Chaque 10 minutes, un décès enregistré dans le monde. La maladie touche également plus de 70 000 personnes chaque année dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Face à ce tableau sombre, les experts internationaux et les décideurs de chaque pays de la sous-région se sont réunis à Bingerville à l'occasion de la 4e conférence internationale sur la rage en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre va nous permettre de disposer d'atouts nécessaires pour sensibiliser nos populations à faire vacciner leurs animaux et également trouver des moyens, puisque les partenaires techniques et financiers sont là, dans le souci de nous accompagner au niveau de cette lutte contre la maladie. Les chiens sont principalement à l'origine des cas mortels de rage humaine et représentent 99% des cas de transmission à l'homme. Il s'agit essentiellement pour nous de vacciner l'ensemble de nos chiens afin qu'ils ne soient pas des chiens errants. Nous voulons également minimiser le contact entre l'homme et le chien et il convient par ailleurs de prendre bien soin de nos animaux domestiques. La 4e conférence internationale sur la rage en Afrique de l'Ouest s'étend sur 4 jours. Les résultats de cette rencontre seront capitalisés en vue de trouver des solutions idoines pour bouter la rage humaine et canine hors de nos frontières à l'horizon 2030. À Boaké, lancement de l'opération de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. 5000 personnes prises en charge, une initiative du député de Boaké. Reportage Hassan Khan, commentaire Walter Amadou Ouattara. Lycée Nembo, des élèves en rang pour connaître leur statut diabétique. Nous sommes venus ici pour faire le test de diabète, pour voir si on a le diabète ou pas. Le diabète, c'est une maladie qui tue à petit feu. Quand on a le diabète, on peut ne pas savoir. Selon une étude de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire,
La prévalence du diabète est passée de 5,7% en 2000 à 9,6% en 2010. Cette même association révèle que ce taux pourrait s'accroître au fil des années. Cette situation est due surtout à l'ignorance des populations sur leur statut. Pour prévenir le mal au niveau de Bouaké, des initiatives sont menées. D'où le lancement de l'opération gratuite 5000 personnes du diabète et de l'hypertension au lycée Nimbo. Une initiative d'un député de Bouaké commune. On n'accorde pas d'intérêt à la consultation médicale. Et pourtant, cela est nécessaire pour prévenir toute maladie, notamment le diabète et l'hypertension ou l'hypotension artérielle. Il est bon que le corps enseignant, que nos élèves sachent quelle est leur situation au niveau donc de ces différentes maladies. Pour une école de qualité, il faut un personnel en bonne santé. Il faut des élèves, des enseignants, des éducateurs en bonne santé. Le diabète est un tueur silencieux. Le diabète tardivement détecté est à la base de coma, d'amputation et de mortalité chez le malade. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, 2 ans après sa mise en service officielle, l'établissement allie foi et charité pour soulager ses nombreux patients. Découvrons ensemble cet hôpital. Reportage Kader Sogodogo. Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, toujours imposante, dégage sa splendeur. Tête levée, son charme est visible. Une fois conquis, le regard baissé, nous sommes plongés dans un autre environnement dont l'architecture en ajoute à la beauté. Nous sommes absolument sous les ailes de la basilique. Bienvenue à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Il y a plus de 2 ans que le président de la République, Alassane Ouattara, visitait les lieux. Et cela marquait la mise en fonction de cet hôpital. L'hôpital Saint-Joseph Moscati, un hôpital catholique qui a été voulu par le feu président Félix Houphouët-Boigny et le Saint-Père de vénérée mémoire, Pape Jean-Paul II, qui est une réalité ici à Yamoussoukro. Quand nous voyons notre devise, qui est foi et charité au service des malades, nous pensons qu'il faut la prière et les actes concrets. Saint-Joseph Moscati, bâti sur 2 hectares, abrite toutes les spécialités de la médecine moderne et une imagerie médicale de la dernière génération. Aujourd'hui, les patients affluent de partout à la recherche de la guérison. Tout semble les attirer. Ça fait 3 fois que je viens ici. Vraiment, c'est bon, ça va. Vraiment, on s'occupe très bien de nous. Le service est impeccable. Je trouve le cadre idéal, sain, propre, et puis l'accueil est vraiment chaleureux. Bon, on n'a pas à se plaindre en tout cas, vraiment. Les médecins aussi ils sont à l'écoute des malades. Un hôpital catholique ouvert à tout le monde. Nous avons une seule croyance, sauver la vie humaine. Des salles de consultation aux salles d'imagerie, d'hospitalisation, de chirurgie ou d'accouchement, le personnel fonctionnaire de l'État ou contractuel est guidé par une seule volonté, la foi et la charité au service des malades. On change de sujet maintenant pour parler de l'Université de Mans. L'université a ouvert ses portes officiellement le 1er février 2017, après donc une année académique avec près de 400 étudiants et un taux de réussite de plus de 80%. La deuxième rentrée académique se prépare déjà. À cet effet, la nouvelle Université de Mans vient de tenir sa rentrée solennelle 2017-2018, un prétexte pour célébrer le mérite et la reconnaissance. Les temps forts avec notre reporter Herve Bouy. L'Université de Mans, Benjamin des universités publiques de Côte d'Ivoire, célèbre l'excellence et la reconnaissance. Au terme de sa première année académique 2016-2017, elle affiche un taux de réussite de plus de 80%. Et les étudiants les plus méritants reçoivent des récompenses. Certains livrent même le secret de leur réussite. Il les encourage à bosser, surtout à bosser du jour au jour. Parce qu'à l'université, si tu décides d'accumuler le cours, tu ne vas pas t'en sortir. Le président de l'Université de Mans, qui quant à lui a fait de l'excellence son leitmotiv, entend continuer sur cette lancée. Nous projetons de fournir au système d'enseignement supérieur et de demeurer un modèle pour pouvoir toujours permettre de réaliser en une année académique
une année académique. De sorte que nos étudiants ne connaissent pas de retard. Ce qui vaut des encouragements pour l'équipe dirigeante. Le président et toute son équipe ont su vraiment insuffler un second souffle aux étudiants pour qu'ils prennent en main leur destin, étant entendu que tout ce qui est œuvre universitaire, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est déplacement n'était pas aisé pour eux au départ. Et dans ce contexte aussi difficile-là, ils ont pu quand même s'en sortir. Et justement, cet établissement supérieur exprime sa reconnaissance envers toutes les personnes morales ou physiques qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au bon déroulement de sa première année académique. La Benjamin des universités publiques est une institution universitaire polytechnique avec 4 unités de formation et de recherche, 5 écoles, un institut de développement des territoires et un centre de géopolitique de l'énergie et des ressources minières. À Niakara Madougou, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire fait de la scolarisation de la jeune fille une priorité. L'ONG a offert 120 kits scolaires aux élèves du primaire de la localité. Reportage Djeneba Ouattara, commentaire de Chris Larsen. Selon l'UNESCO, 62 millions de filles dans le monde, dont 28 millions en Afrique, ne sont pas scolarisées. En Côte d'Ivoire, 48% des filles n'achèvent pas le cycle primaire. Le CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, veut contribuer à la scolarisation de la petite fille. Cette ONG a donc offert 120 kits scolaires aux écoliers composés à 65% de filles de Niakara. À cette occasion, 20 jeunes filles de la classe de 6e du lycée Henri Konan Bédié de la localité, distinguées l'année scolaire écoulée, ont reçu des kits de toilette de leurs parrains. Le présent programme d'appui à l'éducation des femmes dans la région du Hombol, précisément dans le département de Niakara, vise à parrainer une cinquantaine de filles ayant un potentiel avéré, d'emmener les enfants, particulièrement des petites filles, à prendre conscience de leurs études et à exceller, d'augmenter le taux de scolarisation des filles, d'aider les femmes rurales à savoir lire, compter et écrire, et enfin de maintenir les filles dans le cursus scolaire. Le représentant du ministre Alpha Bari du Burkina a exhorté ses filleuls au travail. Chers bénéficiaires, je vous exhorte à beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail et beaucoup de sérieux dans les études. Les bénéficiaires s'engagent à relever les défis de l'excellence. Nous les tout-petits, nous nous engageons à remplir notre engagement en vous faisant honneur d'être les meilleurs à l'école. Autorités politiques, administratives et éducatives, reconnaissantes aux donateurs, encouragent d'autres âmes généreuses à leur emboîter le pas. Message de solidarité, baptême des femmes, du centre d'alphabétisation, sketch et communication sur les enjeux de la scolarisation des filles, défis et perspectives ont meublé la cérémonie. Et ici à Abidjan, journée hommage à Akangui, au Palais de la Culture ce jeudi. Plus de 20 000 femmes attendues pour magnifier la défunte mère de la commune de Port-Boué. Le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Kone, a sonné hier la mobilisation pour un hommage mérité à Akangui, modèle de leadership féminin décédé le 30 septembre dernier. Élection présidentielle perturbée au Kenya. Le scrutin bis se tient dans un climat tendu. Une personne a été tuée dans l'ouest du pays, selon des sources policières. Il faut rappeler que le pays est divisé avec d'un côté les partisans du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, qui a remporté l'élection. De l'autre côté, l'opposition menée par Raila Odinga, qui a choisi de se retirer de la course. Il a appelé au boycott. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Adama Kone et Michel Mambo. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.